Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à toutes. Nous voilà encore avec un nouvel épisode pour aller à la rencontre de Maud, cofondatrice de l'agence de voyage Trails the World, désolé pour l'accent, et d'un centre de formation, Wella, si je prononce bien. Voilà. Bonjour Maud. Bonjour Sébastien, c'est très bien prononcé, Wella et Trails the World, c'est bien ça. Bon, super. Écoute, je suis ravi Maud de faire ta connaissance, ta rencontre à travers mon podcast, parce que je t'ai beaucoup écouté avec donc du coup toi, mais également Marion Aburto et Émilie Waddell sur Clubhouse à travers une émission que vous animiez et que vous animez peut-être encore, Podcast France, qui m'a beaucoup aidé à développer mon podcast, qui m'a aidé aussi à réfléchir à qu'est-ce que je pouvais faire de mieux en tout cas. Et voilà, du coup, ma première partie, c'était déjà de te remercier puisque j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et du coup, voilà, c'est chose faite maintenant. C'est très gentil, merci. En tout cas, on est ravis et je pense que Marion et Émilie seront autant ravis que moi de savoir que ça a pu aider quelques personnes, notamment toi, à faire en sorte que ton podcast grandisse. Alors aujourd'hui, Maud, j'ai lu un petit peu ce que tu avais pu faire entre 2015 et 2017. C'est-à-dire tu as parcouru 33 pays, Tout à fait. 5000 km, fait 20 courses que tu as terminées et en plus, tu as interviewé via ton podcast à toi. Ouf, 100 femmes coureuses. C'est énorme. Alors ouais, tout à fait. Ouais. C'était un projet à la base. Alors pas via Ouf, mais ça a été fait sur Women Run the World podcast. Mais oui, à la base, je suis partie 2 ans parcourir le monde, pas que pour aller voyager et courir, parce que voilà, comme tu le dis, il y a une grosse part de performance sportive, mais aussi pour aller rencontrer des femmes qui étaient elles coureuses aussi, et pour comprendre un peu pourquoi elles s'étaient mises à la course à pied. Ah ouais, je trouve ça, c'est une idée géniale. Je trouve ça. Alors comment t'es venue cette idée, parce que c'est incroyable. Ça arrive pas tout de suite. J'ai toujours aimé voyager, aller à la rencontre des autres. Et ça c'est un petit peu, c'est une petite graine qui s'est mise un petit peu dans mon cerveau après avoir travaillé. Peut-être ça faisait 3-4 ans que je commençais à travailler dans une boîte qui était spécialisée en services informatiques. J'avais pas mal de responsabilités, mais j'avais très peu de temps pour moi. Et je faisais d'ailleurs pas beaucoup de sport. Et un jour, je me mets à courir avec des collègues parce que je les vois partir courir. Et déjà, j'ai mis un premier pied dans le sport. Enfin, je faisais déjà du sport, mais dans la course à pied. Et le fait d'avoir du temps pour soi, ça nous, en courant, hein, bien sûr, ça nous donne un petit peu de temps pour réfléchir à ce qu'on veut faire dans la vie. Il y a un gros moment, on va dire méditatif, si on passe la douleur de la course à pied. Où en fait il y a vraiment une réflexion sur vraiment si on est dans la bonne direction ou pas. Et à ce moment-là, moi la course à pied, ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait que j'étais pas forcément dans la bonne direction et que j'avais besoin d'aller trouver un petit peu plus de sens. Et c'est un peu comme ça a commencé à germer ce projet. Et après, en fait, je me suis laissé le temps parce que au départ, on se dit ok, c'est un rêve d'aller faire un tour du monde. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas ou pas? Ou est-ce que c'est pas juste partir pour partir? Et en fait,
au fur et à mesure, ça s'est dessiné. J'ai fait la liste des pays dans lesquels je voulais aller. À ce moment-là, on est début 2014. Et je fais cette liste et je me dis en 2015 je pars. Et c'est comme ça à la fin que j'ai un peu enclenché en écrivant ce que je voulais faire, où je voulais aller, pour pouvoir en fait vraiment faire en sorte que ce projet prenne vie. Et il a pris vie. Et oui, tout à fait. Ouais, c'est clair. Et en fait, on croit que c'est compliqué. Alors ça s'organise, hein, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Alors je parle avant Covid, hein, parce que bien entendu aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de réglementation pour aller dans certains pays, mais en soi ça reste pas très compliqué à partir du moment où on a envie de le faire. On a envie d'y aller, on a envie de partir. C'était un choix aussi pour moi de partir seule, d'aller un petit peu à l'aventure. Et une fois qu'on fait un petit plan, un peu comme quand on se prépare pour une course, on veut courir un 5 km, un 10 km, on a cet objectif-là, et en fait, on met en place un entraînement. C'est pareil, en fait, pour ce type de projet. On a l'objectif de partir, et en fait, on met en place des petits échelons. Et en fait, derrière, on active des actions qui font que derrière, on va pouvoir enfin partir et réaliser son rêve. Oui, et puis en plus, quand tu rentres, derrière, tu crées une agence de voyage. Oui, alors pendant mon voyage, donc la deuxième année, en 2016, il y a Frédéric, qui aujourd'hui est mon associé et compagnon dans la vie, qui me contacte et qui me dit « Ah, j'ai vu ton projet, je trouve ça super d'aller découvrir le monde, courir, etc. » Il me dit « Mais moi, j'ai lancé une association qui aide les personnes à aller découvrir certaines courses à l'étranger. » Voilà. Et donc là, on fait forcément le lien. On se dit, en gros, moi, je suis en train de faire le tour du monde et je découvre des courses. Lui, il voulait aider les gens à faire ça. Et il avait un petit peu initié ça. Et forcément, moi, je lui dis, écoute, quand je rentre, on essaie de se... Alors là, à ce moment-là, il fait une interview parce qu'il avait un site sur lequel il voulait mettre en avant des personnes. Donc, je réponds à cette interview et en rentrant, on se dit, ça serait chouette qu'on se voit. Et en mars, donc je rentre en janvier 2017, en mars, on se rencontre, on se voit en vrai, dans un café entre deux trains. Et en fait, on se dit, on va faire un petit voyage test pour voir si déjà ça fonctionne et puis si on peut faire un truc ensemble. Et en fait, depuis mars, donc 2017 jusqu'à aujourd'hui, on s'est pas quitté, on a fait ce voyage test, ça a très bien fonctionné. Et ensuite, on a vraiment décidé de lancer une agence de voyage à proprement parler ensemble, avec toute la réglementation nécessaire, les agréments, les assurances, qui est un petit peu fastidieux en France, mais du coup derrière ça vaut le coup parce que on peut vendre un ensemble de voyages aux clients. Ok. Et là, ton nouveau projet, un centre de formation avec que vous avez appelé Wella. Et pareil, du coup, c'est pareil, c'est des shorts, c'est des shorts voyages, quoi, c'est ça, avec de la formation. Ouais, c'est très bien. Alors c'est très bien condensé ce que tu viens de dire. Ouais. En gros, on a déjà nous l'agence de voyage qui nous permet d'organiser un ensemble de séjours, peu importe l'endroit ou la destination dans lequel la personne veut aller. Et en fait, on s'est rendu compte avec le Covid, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient des changements d'orientation, qui avaient besoin de se former. Notamment, Clubhouse a été aussi un bon révélateur. Il y avait beaucoup de gens qui allaient chercher de l'information pour essayer d'apprendre des choses sur des nouvelles thématiques et de progresser. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi on mixerait pas et la partie séjour que nous on connaît et la partie formation. Et donc du coup, on a créé Wella qui permet en fait et de se former et faire des activités sportives dans des endroits qui sont un peu sympas, essentiellement en France. Ouais, c'est super, c'est une super belle idée. C'est une super belle idée. Bon, si vous voulez, je peux vous donner des cours de tennis si vous voulez. Ça fait longtemps que je pratique plus, mais fait que j'enseigne plus, mais allez, le tennis. Avec plaisir sur une thématique, voilà. Ça a été longtemps ma passion. Aujourd'hui, je suis à fond dans le podcast et j'adore aller interviewer, comme toi aujourd'hui, des gens pareil qui créent des choses, qui proposent des choses à d'autres gens. Et c'est la raison pour laquelle je suis allé te contacter pour t'interviewer aujourd'hui. Et je suis vraiment très content. Alors, dans la saison 2, là,
j'ai toujours pour habitude de faire un petit portrait chinois assez rapide de mon invité. Est-ce que tu voudrais te prêter à ce petit jeu? Oui, alors j'ai pas juste ça a coupé, j'ai pas entendu la totalité de la question. Généralement dans le podcast, dans la saison 2, je propose à mon invité de se prêter à un portrait chinois et du coup l'idée c'était du coup de te proposer ce petit jeu et puis de le faire avant de parler un peu plus de la thématique du podcast, c'est-à-dire ton mental. Ok, eh ben je suis prête. Allez, c'est parti. Alors Maud, si tu étais une couleur, tu serais laquelle et pourquoi? Bleu. Et pourquoi? Ah pardon, et pourquoi? Excuse-moi. Bleu, parce que ça fait partie de mes couleurs préférées, parce que le bleu c'est le ciel, c'est le voyage, c'est être dans les airs, partir à l'aventure. Je pense que j'associe à ça. Alors je suppose que quand tu pars en aventure, tu as lu beaucoup de livres, mais si tu devais en choisir un seul, lequel choisirais-tu? Un livre. Waouh, c'est dur ça. Euh... Là, tu me poses une colle. Si j'ai un livre, c'est pas possible. C'est très compliqué pour moi. Ce que je faisais en voyage, c'est que souvent j'achetais un livre, notamment des biographies, et après en fait je les redonnais aux personnes que je croisais. Il y a un livre qui m'a pas mal marqué, c'est les 4 accords Toltec. Ça c'est pas mal si on veut aller dans la bonne direction, dans le droit chemin, et être, on va dire, en accord avec soi-même, ça aide pas mal à se centrer. Oh. Ouais. Et une autre invitée qui m'a parlé des accords Toltec, moi-même je l'ai lu, hein. Et c'est Valérie Marie qui m'en a fait l'éloge. Et du coup, les quatre accords Toltec, c'est vrai que c'est un livre à lire, effectivement. Question suivante. Si tu étais un objet, lequel choisirais-tu? Ça va être lié forcément à ce que je fais. Je dirais une chaussure. Comme ça, je bouge et je vais où je veux. Génial. Une innovation? Une innovation. Waouh. Une innovation. Je vais être dans le voyage. Les chemins de fer, c'est-à-dire que le train en fait, je trouve que c'est un super moyen de voyager, qui est totalement différent de l'avion. On voit vraiment le paysage, on sait de quel endroit, d'un point A à un point B, les pays, les régions qu'on traverse, et on se rend compte que voilà, on part soit pour 4 heures, soit pour 50 heures, que j'ai déjà fait, et c'est vraiment une réelle expérience. Ah ouais, le chemin de fer, c'est vrai que c'est chouette le train. On l'oublie. Et en plus, dans tous les pays que tu as dû parcourir, en fait, tu as dû voir différentes évolutions des chemins de fer, parce que d'un pays à un autre, je pense qu'on n'a pas tous, enfin, ils sont pas tous les mêmes. Non, on prend le Japon. Le Japon, on fait, il y a le Shinkansen qui est ultra rapide, et on prend la Zambie ou la Tanzanie, où on met 50 heures pour faire plus de 2000 km, de 1600 km, ou encore l'Inde, on met plus de 12 heures pour faire 200 km. Ah ouais, t'as plus vite fait de faire le voyage à dos d'éléphant, quoi. C'est ça, exactement. Mais ça fait partie du voyage. Voilà, il faut pas s'attendre à arriver à l'heure, à partir à l'heure. Enfin, ça c'est des notions qui sont un peu oubliées quand on part en voyage, pas en vacances. C'est ça la différence entre les vacances et le voyage. Tu sais quand tu pars, mais tu sais pas quand t'arrives. C'est ça. C'est un côté un peu stressant quand on est pris par le temps, mais une fois qu'on a un peu laissé tomber, on se sent beaucoup mieux. Bon. Le moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Le matin. Le matin, parce que c'est calme et on a le temps de voir ce qu'on veut faire de la journée, ce qui va se passer. On peut faire pas mal de choses parce que
avant que toute l'effervescence de la journée, les choses qui arrivent, les appels, les choses à faire, nous bousculent un petit peu dans notre journée. Si tu devais choisir un vêtement, tu choisirais lequel? Un vêtement. Ouais. Je choisirais un pull pour jamais avoir froid. Donc on en conclut que t'es frileuse. Exactement. Une qualité qui te caractérise. La détermination. Je pense que ça me caractérise pas mal. Ouais, en plus, la détermination, ça va totalement dans la thématique du podcast. Pour moi, ça fait intégralement partie du mental. C'est vrai. Si tu devais choisir un mot. Ah, ça a coupé, excuse-moi. Tu devais choisir un mot. Un mot. Objectif. Smart ou pas smart? Ouais. C'est ça. Sans objectif, on a du mal à avancer. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'avoir des objectifs, une ligne directrice pour avancer. Adugé. On prend objectif. J'aime bien. C'est vrai que il nous faut des objectifs pour créer l'action qui va avec pour pouvoir avancer. Et une petite dernière. Si tu devais choisir une saison, laquelle tu choisirais? Ah, l'été. Ça va avec le pull. Ça va avec le pull, tu disais? Non, mais à l'inverse, c'est-à-dire que je vais comme ça, comme j'ai peur d'avoir froid, du coup l'été je suis bien, j'ai pas besoin de pull. Bon, bah du coup voilà, un petit portrait chinois, un petit peu court, mais qui nous permet un peu mieux de te situer. Alors si t'es ok, maintenant on va parler un peu de ton mental, hein, puisque c'est le sujet et la thématique du podcast. Et on va faire un petit retour sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire ton parcours à ce jour? J'ai pas mal évolué. Je pense que c'est le changement, l'évolution. Quand je regarde, je me dis que j'avais une vie un petit peu différente. Si on prend en 2014 versus en 2022, il y a eu un grand 360 dans ma vie, notamment grâce au sport, grâce au voyage, grâce à la création d'une entreprise que j'avais pas vraiment initiée avant. Ouais, c'est ça que je dirais. Souvent, je dis cette phrase à mes invités, et tu vas me dire si elle fait écho. Rendre possible l'impossible. Est-ce que ça te parle? Ah oui, totalement, ça me parle. J'ai eu beaucoup de discussions avant de partir, notamment en quittant mon boulot qui était stable et décider de partir en voyage pendant 2 ans. Ça crée beaucoup de questionnements et même s'il y avait des gens qui me soutenaient, il y avait des gens qui doutaient. Et donc du coup, le fait de l'avoir fait et d'avoir actionné tout ça, ça l'a rendu possible et pas insurmontable comme on aurait pu le croire. Du coup, quand tu dis que certaines personnes ont douté, du coup, tu as dû t'affranchir du regard des autres pour pouvoir te lancer? Ah ben, je pense qu'il faut pas... Alors, je pense que il y a une partie positive et il y a une partie, comment dire, les personnes peuvent aussi, transmettre leur peur et donc, du coup, un peu faire en sorte que le projet n'aboutisse pas parce que c'est leur propre peur. Donc, il faut essayer de se détacher de ça. C'est difficile, mais une fois en fait qu'on a réussi à le faire, on en sort un peu plus fort. Quelque chose qui t'a été difficile? Non, il y a eu forcément des moments un peu compliqués avant le départ. Et en fait, je pense qu'une fois que je suis partie, je pense que ces doutes-là, ils ont été enlevés en voyant que moi je partais, j'arrivais à faire ce que je voulais faire, je courais, j'allais rencontrer des femmes.
je découvrais un peu le monde et je pense que ça a un peu, enfin, je pense que ça a rassuré certaines personnes. Après, je pense que ce qui fait peur aussi, et malheureusement, moi j'ai commencé par l'Afrique, l'Afrique de l'Est, et il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur ce continent. Bon, souvent on parle, plein de personnes parlent d'un pays, mais c'est bien un continent avec différents pays, différentes cultures, différentes approches de la vie, même avec des religions différentes. Et je pense que ça fait peur du fait que malheureusement, voilà, je sois une femme et que j'aille là-bas. Ça a créé beaucoup de questionnements et de peur. Pas de mon côté, mais en tout cas des personnes qui restaient. Bah oui, les gens se sont inquiétés pour toi en fait. Ils avaient ils avaient déjà des interprétations sur. Ils s'étaient déjà fait des films sur ce qui pouvait t'arriver. Ouais, c'est toujours ça en fait. Quand on sait pas, c'est la peur de l'inconnu en fait. Souvent c'est ça, de se dire bon bah on sait pas où la personne va, on sait pas ce qui va se passer. Moi non plus, je ne savais pas et j'étais d'autant plus contente parce que je me suis dit voilà, tout est possible. Et du coup, avec le recul, de quoi tu es le plus satisfaite? Bah ce voyage, ce tour du monde, je pense de 2 ans est pas mal parce que 2 ans, il se passe énormément de choses. J'ai vécu 1000 vies en une. Donc ça, c'est juste incroyable. Et surtout, j'ai réussi à tenir ce que je m'étais fixé, courir un certain nombre de courses, donc une vingtaine de courses dans une trentaine de pays que j'ai parcouru, sachant que j'étais pas non plus la plus rapide, la plus forte des personnes en course à pied. Mais j'ai réussi à m'y tenir. Et puis après, créer une entreprise suite à ça aussi, c'est quelque chose dont je suis assez fière. Et l'avoir créé à deux, c'est cool, c'est très cool aussi. Tu arrives à faire des transferts entre la course à pied et les valeurs que tu as pu développer, les compétences que tu as pu développer à travers la course à pied et du coup la création d'une entreprise? Ah bah totalement. Si on arrive à... Bah c'est ce que je disais sur la partie objectif. Si on se fixe un objectif de courir un 40, un 50, un 100 km ou peut-être moins, on s'y prépare, on s'entraîne, on met en place des petites actions mesurables au milieu. Alors si on prend la course à pied, on s'entraîne 2-3 fois par semaine. Si on crée une entreprise, il y a la création des statuts, il faut tout ce qui est partie administrative, parce que ça c'est une grosse partie en France. Après tout ce qui est business plan, prévision, ça c'est des choses qui aident à se structurer. Quand on sait qu'on arrive à courir un certain nombre de kilomètres, ça aide aussi à avoir confiance dans ce qu'on est capable de faire dans l'entrepreneuriat notamment. Oui, souvent en tout cas le sport aide à se structurer et donne aussi de l'énergie et puis les capacités mentales aussi, parce qu'on est habitué, je pense, à travers certaines épreuves sportives à s'organiser, comme tu le dis si justement. Mais bon, les coups, les moments où c'est dur aussi, hein. Pardon. Le mot mental, bien sûr, ça me parle. C'est sûr. Alors, si tu devais nous donner ta propre définition de ce mot, ça serait quoi? Je dirais la capacité à ne pas lâcher quand c'est difficile. Parce que tenir bon quand c'est facile, ça, tout le monde sait le faire. Et le mental, c'est se dire, ok, je continue. Quoi qu'il arrive, même si j'ai une difficulté, qu'elle soit dans l'entreprise, dans des projets personnels, dans des performances sportives, c'est ne pas lâcher dans les moments qui sont les plus difficiles, je dirais. Est-ce que toi, à titre personnel, tu te prépares mentalement? Est-ce que tu utilises des outils de la préparation mentale dans ton quotidien?
Je pense que je devrais le faire plus, honnêtement. Après, il y a des moments où j'essaie de prendre du recul. Je pense que c'est ça qui fait que derrière, on arrive plus à se dire, OK, ça va. Mais je dirais, moi, j'essaye encore une fois, de mettre en place des plannings qui me permettent de dire, OK, ça, je parle notamment de l'entreprise, voilà, ça, c'est tel objectif à atteindre dans 6 mois, dans 1 an. Et en fait, derrière, c'est une manière de se dire, voilà, on va dans cette direction-là et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver. Et quand je sens que ça va pas, je me dis, OK, ça veut dire que je suis allée peut-être trop loin dans la planification, peut-être qu'il faut faire des choses plus simples et du coup se faire des petits jalons intermédiaires pour se dire, OK, on passe un petit palier, un deuxième palier, un troisième palier. Parce que parfois, quand on prévoit trop loin, ce que j'essaie de faire, et bon, ce qui est compliqué en plus d'ailleurs ces derniers temps, avec tout ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, parfois c'est compliqué. Donc de revenir à des objectifs intermédiaires, des choses qui sont beaucoup plus simples, beaucoup plus mesurables, ça permet de se dire, OK, là on arrive à, alors pas entretenir, mais à faire en sorte que le mental, il continue à être bien présent, stable, et qui nous permet d'y voir clair. Tu parles souvent d'objectifs, de step by step, étape par étape. Est-ce que c'est ta manière de te motiver à toi, c'est-à-dire de créer ces objectifs-là pour te donner la motivation et puis finalement en les réalisant un par un, c'est ça ta méthode pour te motiver? Oui, moi je le disais dès le départ, je suis une personne qui fonctionne par objectif, que ce soit au niveau sportif, au niveau entrepreneurial, même dans la vie, j'aime bien me dire, OK, ça, si j'ai envie de le faire, je l'écris, et derrière, qu'est-ce que je vais faire pour que ça arrive. Et du coup, le fait de mettre des petits steps intermédiaires, on se rend compte que ça arrive plus rapidement que prévu. Et du coup, ça m'aide à me garder cette motivation et le mental qui reste positif. Bon, après, le truc, c'est que quand on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là, ça peut aussi être l'effet inverse en se disant, j'ai pas réussi. Et donc là, ça peut être aussi compliqué. Et justement, quel rapport tu as au droit à l'erreur? Moi, je suis très très exigeante envers moi, c'est-à-dire que si je me plante, c'est très difficile pour moi, mentalement, parce que je me dis, mince, j'ai pas réussi à faire ça ou ça, j'ai pas réussi à tenir, ce que je disais, un objectif. C'est compliqué, et en même temps, ça permet aussi de se repositionner. Une fois qu'on a un peu enlevé le côté déception, etc., derrière on peut faire un point et se dire, si ça n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, quelles sont les raisons aussi du fait que ça n'ait pas marché, que je n'ai pas réussi, et derrière qu'est-ce que je vais en faire pour que demain j'y arrive. Et du coup, est-ce que ça impacte ta confiance ou pas du tout? Finalement tu rebondis dessus? Oui, je pense que oui, ça. Alors il y a 2 étapes, je pense. Il y a une partie où avant que je pense que j'ai digéré un échec, je pense qu'il y a une partie où je me dis, OK, là c'est un peu compliqué, pas forcément dans la partie confiance en soi, mais mettons il se passe quelque chose, j'ai un abandon dans une course, j'abandonne une course, ce qui s'est passé il y a quelques années. Ça a été compliqué pour moi de me dire, OK, il faut que je me remette à courir, que je reprenne confiance, et qu'en fait cet échec ne veut pas dire que je suis nulle en course à pied. C'est juste que il y avait des éléments que j'ai pas écoutés et que derrière j'aurais dû écouter pour ne pas aller m'inscrire à cette course, prendre le départ. Voilà, ce genre de choses, je l'ai eu. Et ça m'a redonné confiance par la suite, mais sur le moment, dans les quelques mois qui ont suivi, c'était compliqué parce que
il y a une remise en question des capacités que moi j'ai pu avoir. Tu parles que tu t'es pas écouté, si tu parles de ton intuition ou tu parles d'autre chose? Oui, en fait, c'est un excès de confiance souvent quand on fait des très longues distances. Après, on se dit, je suis capable de tout faire. Et ben, c'est une erreur. On est tous, on repart tous à zéro quand on se représente à une compétition. Peu importe l'expérience qu'on a, il y a plein d'autres variables autres que l'expérience. Et du coup, moi, je les ai pas écoutées à ce moment-là. Et ça n'a pas été forcément quelque chose de positif. Maintenant, je l'écoute un peu plus. Ça veut pas dire que je me plante pas. Hein. Heureusement, je suis humaine et ça permet aussi à chaque fois de réajuster un petit peu ce qu'on veut faire, nos objectifs, que ce soit dans la vie pro, perso ou bien dans le sport. Alors, on va un petit peu aborder une partie qui est en lien avec la gestion des émotions. Et la question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu as déjà connu de la pression ou du stress? En créant une boîte, on a forcément du stress parce qu'on a l'objectif d'y arriver, de faire en sorte que sa boîte soit rentable, qu'on se paye. Enfin, c'est ce genre de choses, ça génère du stress. Je pense dans les 2 dernières années, ça a été aussi avoir une agence de voyage en temps de Covid, c'était pas forcément le bon la bonne boîte à monter quelques années auparavant, mais voilà, ça s'est passé et ça a été une grosse source de stress dans le sens où on n'avait pas du tout de prévision, on pouvait pas se projeter dans l'avenir et ça c'est un peu compliqué, donc on avance un peu à vue et on se dit on va faire ça, on va avancer là-dedans. À pouvoir travailler, faire son métier, c'est vrai que c'est un peu compliqué et c'est carrément frustrant. Après, on a réussi notamment à passer plus de temps sur la partie podcast, où là, on allait rencontrer aussi d'autres personnes. Et donc, du coup, ça nous a permis aussi de montrer qu'on était aussi toujours présent dans cette partie trail, aventure, voyage, mais d'une autre manière. Ouais, c'était votre manière de finalement de gérer, quoi. Comment, dans ton quotidien, est-ce que tu disposes de techniques pour surmonter ton stress? Est-ce que tu utilises Alors j'ai essayé de faire de la cohérence cardiaque. Donc ça c'est ça demande un peu d'effort. C'est-à-dire pas d'effort. Il faut prendre le temps de le faire parce que ça peut fonctionner. J'ai fait aussi et ça je l'ai commencé alors je pense deuxième ou je sais plus quel confinement. J'ai commencé à faire du yoga pour aussi un peu évacuer des stress, des tensions que je pourrais avoir. Et après, il y a aussi la course à pied qui permet aussi d'évacuer tout le stress qu'on a en fin de journée. On se dit, allez, on prend les baskets, on va courir une demi-heure, 1 heure, et puis on oublie tout. Pas grave. T'as pas mis ton pull les jours derniers, je pense. Et pourtant, je l'ai, et pourtant. Alors, au début du podcast, de l'épisode, tu disais que tu étais quelqu'un de déterminé. C'était une de tes qualités. Est-ce que tu penses que pour avoir une force mentale, il ne faut rien lâcher? Je pense que rien lâcher, c'est quelque chose que j'utilise très souvent. C'est vraiment un mot. Enfin, cette phrase, il faut pas lâcher. C'est quelque chose que j'utilise très souvent. Il faut, mais parfois, je sais et je l'ai appris, je pense avec l'expérience, que de temps en temps, il faut prendre du recul pour pouvoir mieux, on va dire, avancer et aller dans la direction qu'on veut aller. Donc, ne pas lâcher, c'est primordial, mais de temps en temps, il faut se dire, ok, peut-être que
si je suis pas forcément dans la bonne direction, si je lève un peu les yeux du guidon, ça va peut-être me faire prendre conscience que je suis pas forcément dans la bonne direction. Oui, effectivement. Faut savoir prendre du recul, comme tu dis, prendre de la hauteur parfois pour pouvoir prendre aussi finalement les bonnes décisions et pas avoir le nez dans le guidon. J'ai une question que je pose que très rarement ou quasiment pas du tout. Je crois que je l'ai jamais posée, mais ça va être l'occasion de te la poser à toi. T'as visité quand même beaucoup de pays, quasiment une trentaine. Si tu regardes tes visites sous l'angle un peu de l'état d'esprit et du mental des gens que tu as pu rencontrer, est-ce que tu as vu des grandes différences avec du coup la France? Ouais, il y a le Brésil qui m'a marqué. Certaines femmes que j'ai interviewées, elles avaient une détermination vraiment incroyable à faire de la compétition, donc à haut niveau quasiment, et à avoir un métier qui était très demandant. Je pense notamment à Daniela qui était juge et en même temps qui pratiquait donc la course à pied et le triathlon et qui gagnait des compétitions au niveau national. Cette détermination, j'ai vraiment vu ancrée dans la mentalité brésilienne. Et dans d'autres pays, tu as pu te rendre compte d'autres choses? On parle souvent du fight spirit anglo-saxon. Est-ce que c'est des choses qui t'ont marqué ou pas du tout? Alors oui, ça m'a marqué, mais je pense qu'il m'a plus marqué, c'est ces femmes coureuses, qui soient kenyanes ou tanzaniennes, ou même malgaches, qui en fait couraient pour juste subvenir aux besoins de leur famille, de leurs enfants. Pour moi, c'est ça, c'est de la vraie détermination pour essayer d'avoir un futur, d'avoir un avenir. Et ça, en fait, quand on voit que le sport est un échappatoire pour y arriver et une manière de réussir vraiment à proprement parler financièrement, ça nous remet les choses en place. Ouais. Oui, effectivement. Du coup, je pense que le voyage éveille l'esprit et ouvre les yeux aussi. Oui, c'est le bon mot. Ce qu'on peut vivre quand on voyage pas, quoi. On arrive sur la fin de l'épisode. Donc du coup, je voulais vraiment te remercier pour ton témoignage, pour nous avoir parlé de mental et puis de voyage, d'entrepreneuriat, de course à pied, qui est voilà une passion, hein. Et j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mon invité. Donc si t'as quelque chose, un message à faire passer, écoute, t'as le temps est là pour toi. Je te laisse si t'as quelque chose un message qui t'inspire ou quelque chose que tu as envie de transmettre à nos auditeurs. D'accord. Merci déjà Sébastien de m'avoir invité à parler de mental. Ça m'a permis aussi de réfléchir à comment je voyais les choses. Je pense que je le sais sans le savoir, mais ce que je pourrais partager aux auditeurs, c'est ce mot, cette phrase, ne lâchez pas. Si vous avez des rêves, transformez-les en objectifs. Et ces objectifs vont devenir réalisables au fur et à mesure de ce que vous allez entreprendre, de toutes les petites étapes que vous allez enclencher pour aller dans la direction de ce rêve et de cet objectif. Et en fait, un rêve, ça n'a rien d'un pour moi, c'est juste un objectif qui est un petit peu lointain. Bon, écoute, merci Maud pour le temps que tu as pu m'accorder. On mettra bien évidemment, en tout cas, le site web de ton agence de voyage. Merci. Pour ceux qui s'y intéresseraient, qui auraient envie de voyager et peut-être d'aller courir dans le monde entier. Et du centre de formation que tu viens de créer. Voilà. Moi-même, j'ai commencé à regarder.
Et puis le lien vers ton podcast, bien évidemment, parce que je pense que ça doit être très intéressant d'aller écouter toutes ces femmes que tu as pu interviewer. Et ça doit être une grande richesse. Donc voilà, pour tout ça, merci beaucoup. Merci. Et encore Merci à toi. Pour Clubhouse et pour Podcast France. Hein. À très bientôt. Bonne journée. C'était Maud Debs, cofondatrice de l'agence de voyage 100% Trail, Trail the World et du centre de formation Wella. J'espère que cet épisode vous a inspiré et que les tips vous seront utiles dans votre vie sportive, professionnelle ou dans votre vie personnelle. Si c'est le cas, envoyez-moi un max de force, parlez-en sur les réseaux sociaux, repartagez et je le ferai également en retour. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Bye bye.